certains ont mis l'accent sur l'énergie comme facteur important. Bien, ma chère sœur Hélène Johnson-Sirleaf, cher président de notre Union africaine, la conférence des chefs d'État, cher doyen Alpha Condé, président de la ex-président de la FEANF, président de la République de Guinée et président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, mon cher jeune frère Macky Sall, si vous me le permettez, cher jeune frère, merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Alassane, moi j'assume ce que je dis. Bien, mon cher conseiller politique, voilà, vous êtes égal à vous-même. Merci beaucoup. Je voudrais saluer la présence de Mme Hélène Clark, de mon jeune frère Adesina, et bien évidemment de notre fille Kabanyale. Alors, en général, je suis le doyen, mais aujourd'hui, j'ai un doyen, c'est toi, Alpha. Donc, soyez les bienvenus, chers amis, chers frères, chères sœurs. Je ne voudrais pas nommer chacun d'entre vous. Je reconnais de nombreux visages, des amis, des frères, des sœurs, et en tout cas, merci d'être là pour mener cette réflexion et faire en sorte que nous puissions entamer la deuxième phase de cette conférence sur l'émergence. Je voudrais saluer aussi les représentants des pays émergents qui sont avec nous, la Chine, l'Argentine, Singapour, et vous dire combien nous apprécions votre contribution. Alors après, ce que Alpha vient de dire, je crois que je ne ferai pas de discours, Alpha. Tu as tout dit? Oui, tout a été dit par mes prédécesseurs. Je dois vous dire à quoi bas, à chacune et à chacun de vous, et dire que nous tenons beaucoup à cette conférence. La première a eu lieu en 2015, il y a deux ans, et nous avons tiré bénéfice et beaucoup de leçons de ces réflexions. Cette deuxième conférence est la phase qui doit nous permettre d'aller encore plus loin vers la mise en œuvre des recommandations de la première conférence. Et je suis heureux de voir que vous êtes si nombreux et que les discussions, je suis sûr, seront particulièrement enrichissantes. Je ne ferai pas de discours parce qu'en écoutant les déclarations faites tout à l'heure par le président de la Banque africaine de développement, l'administrateur pour le PNUD, notamment toutes les questions liées à l'évolution de l'émergence ont été évoquées. Et je disais le dimanche à l'occasion de l'ouverture de la séance des marchés émergents, le forum des marchés émergents, que notre télévision, la RTI, avait fait un sondage auprès des populations, de nos compatriotes, pour leur demander ce que c'était que l'émergence. Alors, il y a eu plusieurs définitions de l'émergence et ce qui m'a je trouvais que le plus spectaculaire, c'était un monsieur qui nous a dit que l'émergence, c'était que quand on a la tête dans l'eau et puis après on sort et après on peut nager et puis on peut même s'envoler. Donc voilà, avec tout ça, je crois que nous sommes bien partis pour nous envoler et essayer de faire en sorte que le continent africain puisse, je crois, avoir
une évolution encore plus forte. Je retiens que le président de la BAD, ce que le président de la BAD nous a dit tout à l'heure, que malgré toutes les difficultés que nous avons vécues ces 2 dernières années, avec la baisse des prix des matières premières, que ce soit le pétrole ou le cacao, que l'Afrique continue d'avoir des performances raisonnables, même si celles-ci ne sont pas suffisamment élevées pour réduire de manière importante le degré de pauvreté dans de nombreux pays. Et surtout le nombre de pays africains qui sont en voie de tourner la page et de réduire la pauvreté de manière substantielle. Je note également les recommandations faites par Mme Clark concernant ce que nous devons faire pour améliorer notre volonté d'aller vers l'émergence. Je sais que ceci n'est pas facile, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine social ou dans le domaine de la gouvernance. Et j'ai considéré que peut-être ce que je souhaitais faire, c'est vous indiquer un peu quels sont les principaux axes et les principales notes contributions à la réflexion. Et vous partagez avec vous un certain nombre d'obstacles que l'on peut rencontrer quand on essaie d'aller vers l'émergence. Je trouve que des obstacles, ou disons des opportunités, la première chose concerne en fait la qualité et la pertinence du plan d'émergence. Et en cela, je voudrais féliciter le président donc, Macky Sall d'avoir adapté le programme d'émergence aux réalités sénégalaises. Parce que tout simplement copier-coller ne règle pas le problème. Il ne faut pas tenter de reprendre tout simplement ce qui se fait ailleurs et tenter de l'appliquer à nos pays. Il faut adapter les plans et les propositions d'émergence à notre contexte socio-culturel. Et ceci me paraît essentiel. Et je tenais à le dire, et c'est ce que nous avons essayé de faire en Côte d'Ivoire, en commençant avec la sortie de crise, en mettant en place d'abord un programme présidentiel d'urgence et essayer de régler les problèmes d'urgence comme vous l'avez noté. Vous l'appelez, vous, le programme d'urgence communautaire de développement. Ici, c'était le programme présidentiel d'urgence qui a essayé de traiter les questions urgentes liées à la sortie de crise, que ce soit la question donc de salubrité, d'insalubrité, les problèmes de maladie, parce qu'à la sortie du Golfe, il y avait des corps partout, c'était des menaces de choléra, et ainsi de suite. Et évidemment, les universités étaient fermées depuis longtemps. Il n'y avait pas suffisamment d'eau potable, des coupures d'électricité, et ainsi de suite. Et donc, tous ces problèmes ont été pris à bras le corps et je voudrais profiter de la présence du gouvernement pour féliciter le gouvernement qui a fait un excellent travail au cours de toutes ces années. Donc, la question de l'adaptation à ce qui ressort comme objectif est important. Et en cela, nous avons ensuite mis en place le programme national de développement, que d'ailleurs gère maintenant la ministre Kabagnale, pour voir quels étaient nos besoins de financement, comment les obtenir et quels sont les secteurs prioritaires. Alors le deuxième élément, à mon sens, c'est la volonté politique. La volonté politique, c'est parce qu'en réalité, comme l'a dit le président Macky Sall, avoir un plan d'émergence est très bien, avoir les financements, c'est possible, mais les réformes sont les plus difficiles, les réformes structurelles qu'il faut mettre en œuvre. Et pour ce faire, il est important d'avoir la volonté de prendre un certain nombre de décisions. Et c'est ce que nous avons fait, comme tout le monde le sait, pour la Côte d'Ivoire. Le cacao est notre premier produit d'exportation. Et quand nous sommes arrivés aux affaires, il y avait plusieurs caisses qui s'occupaient donc de la commercialisation du cacao. Je ne dirais pas plus. Mais
la difficulté, c'est que le paysan qui produit le cacao obtenait pratiquement 40 à 50, même pas 40, 30 à 40% du prix mondial. Donc nous avons procédé à une réforme de cette caisse, de ces nombreuses caisses, pour avoir juste une seule caisse qui traite du café et du cacao. Et à partir de là, nous avons également décidé de faire en sorte que le paysan, le planteur, reçoive au minimum 60% du prix international. C'est-à-dire si le prix international est de 1000 francs CFA, équivalent, puisque c'est coté plutôt en livres sterling sur les marchés de Londres, que si le prix international est de 1000 francs, le paysan obtiendrait 600 francs. Et au départ, en 2010-2011, selon nos statistiques, les paysans avaient reçu moins de 450 francs CFA le kilogramme. Et avec cette réforme, nous avons pu passer le prix aux producteurs d'abord à 750, ensuite à 800, à 900, à 1000 et aujourd'hui à 1100 francs. Et par conséquent, c'est dire que les réformes peuvent être positives, mais elles peuvent être également négatives parce qu'elles peuvent avoir un impact difficile, je voudrais dire, plutôt que de dire qu'elles sont négatives. Les réformes sont toujours positives. Qu'est-ce qui se passe avec la production? D'ailleurs, je dois dire, je regrette d'avoir donné du cacao Mercedes Alpha parce qu'il y a surproduction de cacao aujourd'hui. Et la production de cacao que nous estimons à 1 200 000 tonnes pour cette campagne est littéralement à 1 500 000 tonnes. Et avec la spéculation sur les marchés internationaux, les prix qui ont été fixés pour le paysan à 60 francs du prix international qui était entre 1700 et 1800 francs. Aujourd'hui, le prix international est entre 1200 et 1300 francs. Et ce qui veut dire que le prix au producteur sera de 60 francs, le prix de 1200 francs, ce qui fait que la baisse sera très forte. Mais ce sont des réformes qui sont nécessaires, parce que c'est comme cela que l'on arrive à faire en sorte que pendant des années où les prix sont bons, la production augmente. Et ceci permet d'augmenter le pouvoir d'achat du monde rural. Et ceci permet également d'amener un certain nombre de réserves au niveau de la caisse qui permettent, en cas de mauvaise année, de financer ces difficultés. Je tiens à le dire puisque le cacao est notre premier produit d'exportation. Et en réalité, quand il s'agit de parler d'émergence, le premier critère pour les pays africains, c'est d'avoir la volonté politique de réduire le taux de pauvreté et de faire en sorte que la croissance profite au plus grand nombre. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en ciblant les différents corps. J'ai parlé des paysans avec l'augmentation des prix aux producteurs. Ça a été d'ailleurs la même chose pour le café, pour le coton, pour l'anacarde. Mais j'ai pris le cacao puisque c'est le produit le plus important. Et nous avons en même temps augmenté les salaires dans la fonction publique. En général, au moins les salaires avaient été bloqués en Côte d'Ivoire pendant quasiment 25 ans, pendant un quart de siècle. C'est plus expressif. Depuis 1988, et nous avons donc à partir de 2012 commencé à rattraper un peu ce gel et nous avons augmenté graduellement les salaires des fonctionnaires pour que cela contribue à augmenter la consommation, puisque l'augmentation de la consommation, en maîtrisant l'inflation, permet d'augmenter la croissance économique. C'est ainsi que les salaires ont augmenté en moyenne sur les 4 dernières années d'à peu près 20%, et un minimum pour certains secteurs, jusqu'à 50%, par exemple pour le secteur médical. Ceci est très important de faire en sorte qu'une administration, les personnes qui y travaillent soient dans de bonnes conditions et également un salaire raisonnable. Bien sûr, cela n'empêche pas qu'il y ait des grèves. Alpha en sait quelque chose et moi aussi. Les fonctionnaires pensent qu'il faut toujours faire plus. Évidemment, si c'est possible, je crois que cela fait plaisir à tout le monde.
Et nous avons également, au niveau du secteur privé, augmenté le SMIC, qui est passé donc d'environ 30 000 francs à 60 000 francs. Et tout cela, ce sont des décisions politiques. Elles peuvent être faciles, mais elles peuvent être difficiles. Évidemment, c'est toujours bon de donner quand on peut, comme ça a été le cas pour nous en matière de produits agricoles. Mais de temps en temps, évidemment, il faut également avoir le courage d'expliquer à la population que les prix extérieurs sont tels ou que la situation extérieure est difficile et qu'il est nécessaire, comme Alpha Condé l'a fait en Guinée, il faut se serrer la ceinture. Et ceci, donc la volonté politique est un élément essentiel en matière de poursuite de l'émergence. Le troisième volet, je dirais, c'est le cadre institutionnel et réglementaire pour avoir plus d'efficacité et faire en sorte qu'il y ait une meilleure coordination et que les pesanteurs et les autres éléments qui sont cause de retard et de blocage n'empêchent pas l'exécution du plan d'émergence. Moi, je me réjouis de ce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un fonctionnement efficace de l'administration et du gouvernement, et ceci a permis donc de faire avancer et d'avoir des éléments positifs en matière de résultats, parce qu'au cours des 4 dernières années, de 2012 à 2016, le taux de croissance économique a été en moyenne de 9%. Certaines années, nous avons été à 8%, d'autres années à 10%. Donc, une moyenne de 9% par an, c'est quand même spectaculaire. Et c'est ce que nous essaierons de maintenir. Ce ne sera pas facile en raison de la baisse des prix des matières premières, comme je l'indiquais, et aussi, bien sûr, de la baisse du taux de croissance dans les pays qui importent nos produits, notamment en Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire exporte beaucoup sur les marchés africains. Et bien évidemment, tout cela a un impact. Et l'autre élément que je voudrais signaler, en 4e lieu, c'est la question du capital humain. Et l'une des grandes leçons à tirer de l'expérience des pays émergents en Amérique latine et en Asie, c'est l'importance accordée au développement du capital humain. Et bon, là encore, évidemment, nos pays sont interpellés, mais je note avec satisfaction que ce soit au Sénégal ou en Guinée, l'accent est mis sur le système éducatif, la création de nouvelles universités, et c'est ce que nous avons fait ici également en Côte d'Ivoire, en commençant par réhabiliter les universités existantes à la sortie de crise, et par la suite, nous avons construit, essayé de mettre en fonctionnement de nouvelles universités, notamment à Korogo, à Daloa et récemment à Mans, et bien évidemment, nous continuerons par la suite sur San Pedro, Bandoukou, etc., pour que dans chacune des 10 capitales de district, nous ayons une université. Parce que c'est cela qui va fixer les jeunes dans leur milieu naturel, permettre également à ce que les parents puissent avoir la possibilité de payer, d'avoir des dépenses moins fortes pour l'éducation de leurs enfants, et aussi protéger les jeunes filles, parce que le fait d'être délocalisé et d'être dans des familles et autres, à Abidjan ou dans les grandes villes, nous avons constaté, devient un réel danger pour les jeunes filles, pour leur épanouissement. Donc, créer des universités régionales a cette possibilité de fixer les jeunes dans leur région, mais également de protéger les jeunes filles et qui pourront ainsi aller à l'université restant dans leur famille, parce que l'éducation familiale est quelque chose d'essentiel pour la promotion donc, du genre. Alors le 5e et dernier point que je voudrais évoquer, c'est la question du partage du concept de l'émergence et de l'adhésion des populations à ce concept. Et j'étais heureux, je le répète, que la RTI ait fait cette émission pour expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce que c'est que l'émergence. Bon, bien sûr, chacun y est allé de sa définition, mais c'est surtout pour que les populations comprennent que ce sont elles qui doivent être le moteur de l'émergence, et que c'est quand les Ivoiriens sont engagés, quand les populations
saisissent la nécessité, par exemple, d'avoir un pays propre. Je vois Mme Manouloto, la ministre de la Salubrité, qui acquiesce, d'avoir un pays propre, de balayer devant sa maison, de ramasser les ordures, et que le ministère organise l'enlèvement des ordures, que quand le pays est propre, et que les choses, il y a un environnement plus sain pour chacune des personnes, et que ceci permet donc d'avoir moins de dépenses en matière de santé, parce que les gens sont en meilleure santé. Et s'ils sont en meilleure santé, les enfants vont plus nombreux à l'école et les gens vont plus nombreux donc également à leur travail. Et ceci donne plus d'efficacité dans les entreprises et les entreprises peut-être avec cela produisent plus et peuvent en conséquence employer plus. Vous voyez, donc tout ça est lié. Alors je le dis parce que fondamentalement, les changements de mentalité doivent contribuer à faire évoluer nos pays. Et je note que c'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement a développé ce concept d'Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien qui est non seulement patriote, mais qui pense d'abord à son pays. Comme John Kennedy le disait, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ça, c'est pas et chaque Ivoirien donc doit essayer de se dire chaque jour, qu'est-ce que je dois faire de plus pour mon pays? Qu'est-ce que je dois faire pour que le pays aille de l'avant? Qu'est-ce que je dois faire pour que le pays soit en paix? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait plus de stabilité? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait plus de solidarité? Qu'est-ce que je dois faire comme geste de générosité? Et ainsi de suite. C'est cela l'Ivoirien nouveau, c'est faire en sorte que nous puissions être plus solidaires, plus généreux, et travailler à accroître la capacité du pays à émerger de la pauvreté. Donc voilà, j'ai voulu faire ces remarques en disant que le concept de l'Ivoirien nouveau nous est très cher, parce que c'est, comme le disait le président Alpha Condé, c'est quand il y a un changement de mentalité et quand il y a de bonnes pratiques que nous pouvons aller de l'avant. Et d'ailleurs, quand il est arrivé ce matin, j'ai dit, mais Alpha, ben voilà, grâce à toi, nous allons commencer à l'heure. Donc nous étions prêts à 10h moins 5, mais Alpha faisait une démonstration qui a pris un quart d'heure. C'est pour ça, que nous sommes arrivés à 10h10. Donc, Monsieur le Président de l'Union africaine, on a commencé mieux qu'à l'Union africaine, puisqu'on a commencé à 10h15. Non, c'est pour dire que je suis très heureux de la présence de ma sœur Hélène, de mes frères Alpha et Macky Sall, et je leur dis un grand merci. Et pour finir, je voudrais dire que nous attendons beaucoup de cette conférence, parce que nous sommes convaincus que les résultats seront à la hauteur de nos attentes, au regard de la qualité des experts présents, venus de nombreux pays que j'ai cités, et aussi du continent africain et des institutions internationales. Et ces pays, l'Argentine, la Chine, Singapour, ont montré l'exemple. Ce qu'il y a un demi-siècle, ces pays étaient considérés comme des pays sous-développés. Et aujourd'hui, ce sont la Chine, la deuxième puissance mondiale, et bien évidemment, Singapour et l'Argentine également ont fait des chemins donc impressionnants. Et je voudrais vous assurer que la Côte d'Ivoire s'est déjà approprié les conclusions de la première conférence sur l'émergence. Et surtout, vous nous aviez proposé la mise en place d'un secrétariat exécutif régional à Abidjan. Et donc, j'ai le grand plaisir, Kabanyale m'a demandé de vous annoncer cela, qu'un site a déjà été identifié pour abriter le siège de ce secrétariat. Bravo, voilà. Donc un siège a été identifié pour abriter le siège du secrétariat à Abidjan. Et l'autre recommandation, c'est que la conférence soit tournante. Et nous nous sommes concertés et nous sommes convenus que peut-être si le PNUD et les autres étaient d'accord, la Banque africaine de développement, que la prochaine conférence donc en 2019 pourrait avoir lieu au Sénégal pour que nous puissions, voilà,
bénéficier de tout ce qui se fait concernant donc le plan Sénégal émergent. Et je reste persuadé qu'avec les nombreuses contributions et les réflexions qui seront menées durant ces jours, je dois dire durant cette semaine, parce que certaines personnalités qui étaient là dimanche déjà pour l'ouverture sont encore présentes et ceci est une marque d'intérêt et également une volonté commune de contribuer à l'émergence du continent africain. Alors c'est sur ces mots, même si c'est avec... on a commencé à l'heure, mais nous finissons avec un retard certain. Je déclare ouverte la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, édition 2017. Je vous remercie. Fin de l'allocution du président Alassane Ouattara qui vient d'ouvrir la deuxième conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. La parole au président de l'Union africaine, si vous avez un dernier mot à nous dire. Non? Bien, merci à chacune, à chacun de vous. Merci. Voilà, au cours de différents exposés, il y a un aspect qui est ressorti, c'est le développement du capital humain. Hein, le capital humain est très important dans le processus et donc il faut faire notamment appel à la formation. On a parlé de la construction des universités, mais est-ce que la solution se résume-t-elle à la construction des infrastructures? Oui, des écoles, des